Donc, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième capsule sur le TDC qui va plus porter sur la prise en charge et les conseils. Aujourd'hui, moi, je suis avec Marie, puis on est accompagné de Mme France Léger, qui est ergothérapeute. On vous l'a déjà présenté un petit peu dans notre capsule d'introduction, mais Mme Léger, j'aimerais ça vous demander, avant de commencer cet enregistrement-là, quel est votre lien avec le TDC? Bien, en fait, comme je vous avais dit, moi, je travaille en pédiatrie là, j'ai fait presque toute ma carrière en pédiatrie, mais rapidement, je me suis intéressée aux enfants qui ont un TDC, qu'on appelait dyspraxie à l'époque, si on se rappelle, parce que c'était pas beaucoup connu. Et puis, j'ai eu la chance de travailler avec une neuropédiatre, un médecin qui s'appelait Dr. Evelyne Pantier, qui, elle, était beaucoup dédiée à faire connaître cette problématique-là. Puis, elle m'a beaucoup demandé de travailler avec elle. Donc, rapidement, on a commencé à travailler ensemble. Et moi, le fait que c'était pas connu beaucoup, ça m'a beaucoup interpellée. J'ai voulu, dans ma carrière, le faire connaître aux parents d'abord, à mes collègues de la réadaptation et puis au milieu scolaire pour que tout le monde puisse mieux aider les enfants. Mm-hmm. Puis, justement, vous dites que c'était un petit peu moins connu. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un peu plus connu. Mais encore, à ce jour, il y a du monde qui ont de la difficulté à faire la distinction entre une maladie puis un trouble neurodéveloppemental. Donc, est-ce que vous voulez en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Le TDC, ce n'est pas une maladie. Parce qu'une maladie, c'est quelque chose soit qu'on attrape, soit quelque chose dont on guérit ou qui se détériore. C'est pas le cas avec un trouble neurodéveloppemental. Le trouble, c'est un état, mais qui va pouvoir s'améliorer, évidemment, par la réadaptation, par juste le temps. Mais c'est pas quelque chose non plus qui peut se donner. C'est pas contagieux, c'est pas dangereux pour les autres. Donc, on aime mieux parler d'un trouble qui est un état stable, mais qu'on va essayer d'améliorer, plutôt que d'une maladie qui est plus peut-être péjoratif aussi comme terme, là. Donc, c'est un peu ça la différence. Puis, comment ça se présente au fil des années, au fil du développement, le TDC? Bien, le TDC, comme je vous ai dit, donc, c'est... on va s'en rendre compte là, dans la petite enfance, mais c'est diagnostiqué possiblement autour de l'entrée scolaire. Vraiment, parce qu'on a parlé d'un trouble des gestes complexes, donc c'est beaucoup à l'entrée à l'école qu'on commence à voir que, oups, l'enfant, il y a vraiment des difficultés là, à planifier, à coordonner. Donc, c'est sûr que, je vous dirais, entre 5 et 12 ans, bien, où les enfants développent toutes sortes d'habiletés pour faire un paquet de choses, pour développer leur autonomie, bien, c'est sûr qu'on va s'en rendre compte. Donc, à la maison, c'est des enfants qui vont développer leur autonomie plus lentement que la majorité des autres enfants, qui vont beaucoup regarder avant de se mettre en action pour essayer d'avoir des indices de leur environnement. Ils vont beaucoup avoir de défis à l'école, bien entendu, donc beaucoup d'apprentissage scolaire vont les mettre au défi, requièrent des habiletés motrices, donc ça va être difficile pour eux. La petite enfance, ou l'enfance plutôt, c'est beaucoup aussi la période des jeux avec les amis, des jeux à la récréation. Il y a beaucoup de jeux moteurs que les enfants font. Donc, c'est sûr que là aussi, ils vont être vraiment mis au défi. Donc, il va y avoir plusieurs sphères à l'enfance où le TDC risque de s'exprimer. Ensuite, la transition du primaire au secondaire, de l'enfance vers l'adolescence, bien, c'est sûr que les enfants, s'ils ont bénéficié d'un suivi en réadaptation, ils vont avoir réussi à développer des stratégies, développer de l'autonomie, améliorer certaines habiletés, c'est certain. Mais le propre de quand on vieillit, c'est de faire face à des défis de plus en plus complexes. Donc, les adolescents ont des choses de plus en plus complexes à réaliser, que ce soit la vie au secondaire, donc des plus grandes écoles, beaucoup plus de déplacements, beaucoup plus de matières, beaucoup plus d'enseignants. Ensuite, après ça, beaucoup plus de relations sociales avec des groupes d'amis. Des étapes comme la conduite automobile, le départ en appartement, bon, toutes des étapes de vie qui posent beaucoup de défis aux adolescents.
Et si on glisse vers la vie adulte, ben encore plus, là, tu sais. Donc, partir, avoir un emploi, avoir des relations amoureuses ou amicales. Donc, c'est clair que le TDC a des répercussions au courant de toute la vie des personnes, mais qui vont évoluer au fil du temps. Puis, il faut quand même, par exemple, savoir que ce que l'enfant va avoir réussi à développer durant son enfance, il va le garder. Puis ça va être des plus pour lui, mais malheureusement, il va faire face à des nouveaux défis parce que la vie va lui présenter des actions plus complexes à faire. D'accord. Donc, vous venez quand même de nommer plusieurs défis. Donc, on voit que ça affecte plusieurs sphères dans la vie de l'enfant. Oui. Est-ce que maintenant, vous pensez que vous pourriez nous parler de manière plus précise, peut-être par rapport à la réussite scolaire des enfants, comment le TDC peut l'affecter? Oui, certainement, parce que c'est une grande préoccupation de tous les parents, hein, et on comprend. Et c'est un milieu qui met beaucoup les enfants qui ont été TDC au défi. La première difficulté à l'entrée scolaire, c'est vraiment toutes les activités qu'on appelle graphomotrices, donc avec le crayon, et qui mènent à l'écriture là, en première année. L'écriture est la sphère la plus difficile au départ pour les enfants qui ont été TDC parce que c'est complexe, parce qu'on a parlé de motricité fine hein, dans la capsule d'introduction. Donc, ça fait appel à la motricité fine, mais ça fait appel aussi à la reproduction, à le sens des lettres. Donc, il y a un paquet de choses qu'il faut maîtriser quand on veut écrire. Et donc, les enfants ont de la difficulté à automatiser les gestes pour faire leurs lettres, pour savoir où écrire sur leurs feuilles, pour rester dans les trottoirs. On s'en rend pas compte parce que pour nous, c'est simple, mais les enfants ont beaucoup de choses à apprendre quand ils apprennent à écrire. Et donc, pour les enfants qui ont été TDC, c'est un gros défi. Donc, et ça va rester présent là, assez longtemps. Ensuite, pour la lecture, qui n'est pas la zone la plus difficile pour les enfants, mais certains enfants qui ont été TDC ont des difficultés en lecture. Et puis, c'est beaucoup relié au fait deux raisons. Il y a beaucoup la coordination des yeux. Quand on lit, il faut que nos yeux soient bien coordonnés dans un mouvement qu'on appelle de balayage visuel et dans un certain ordre. Il faut commencer de gauche à droite, de haut en bas, si on veut lire puis, de façon intelligible. Donc, les enfants qui ont un TDC peuvent avoir une difficulté à coordonner comme il faut leurs yeux dans ce mouvement-là de balayage. Et puis, ce que ça fait comme effet, c'est qu'ils vont sauter des lignes, ils vont sauter des mots, donc ils vont avoir un balayage désorganisé. Donc, évidemment que ça va nuire à leur lecture et à leur compréhension du texte lu. Deuxième chose, c'est qu'au niveau du repérage dans l'espace, je dirais, de la feuille, ils peuvent aussi avoir de la difficulté. Donc, où est-ce que je commence à lire? Comment je retrouve les informations dans un texte, dans une page? Donc, ça aussi, ça peut être difficile. Je veux dire, par exemple, que ces difficultés-là, ils sont moins étendus ou ils touchent moins la majorité des enfants que pour l'écriture. Ensuite, pour les mathématiques. Au départ, bon, ça commence, hein, c'est assez simple, les mathématiques, au début du primaire. Mais le propre des mathématiques, c'est d'aller en se complexifiant beaucoup, même au primaire. Et donc, l'enfant qui a un TDC va vivre aussi beaucoup de défis. Et puis là, c'est au-delà d'écrire des chiffres, là, qui fait appel à la motricité fine, bien aligner ses chiffres quand il fait des opérations sur sa feuille. Mais il y a aussi beaucoup tous les concepts qui font appel à de la résolution de problèmes, à la perception de l'espace, la géométrie, même l'apprentissage des opérations, le sens des opérations. Donc, tout ça, c'est complexe pour les enfants qui ont un TDC et je vous dirais qu'il y a une bonne proportion d'enfants qui ont un TDC qui vivent en vieillissant de plus en plus de difficultés en mathématiques. Donc, ça, c'est les apprentissages principaux. Évidemment, si on pense, par exemple, l'apprentissage, les matières au primaire, bien, il y a aussi beaucoup de motricité. Il y a l'éducation physique, qui d'habitude est un moment plaisant pour les enfants de cet âge-là. Bien, c'est sûr qu'un enfant qui a des difficultés motrices, il risque encore là d'être mis au défi, à divers degrés aussi, mais plus les activités vont comprendre plusieurs mouvements, beaucoup de coordination,
œil, main, beaucoup de tenir compte de d'autres enfants autour d'eux. Ça risque d'être un peu plus compliqué pour eux. Et puis, enfin, ben, les arts plastiques, la musique, aussi peut-être des matières qui sont habituellement pour les autres enfants moins cruciales ou moins, je ne veux pas dire importantes, mais qui représentent moins de défis que les apprentissages de lecture, écriture, mathématiques. Bien, eux, ils ne se reposent pas du tout là, dans ces matières-là parce que, encore là, la motricité est très sollicitée. Fait que voyez-vous qu'il n'y a pas beaucoup de répit, l'enfant qui a un TDC à l'école. Donc, ça risque d'être difficile pour lui. Là. Non, on comprend très bien que l'école, ça peut avoir son lot de difficultés. Puis je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent qui vont reconnaître leurs enfants dans votre message. Ouais. Parlant d'eux qui nous écoutent, les parents, les familles, comment le TDC, ça peut avoir un impact sur eux? Ça peut avoir un impact sur la vie de la famille, c'est sûr. Un peu comme toute problématique aussi chez les enfants. C'est pas la seule problématique là, qui a un impact sur la famille. Mais quand on a un enfant avec des difficultés, bien, c'est sûr que les parents, ça leur demande beaucoup d'énergie, ça leur demande beaucoup de soutien. Il faut qu'ils fassent beaucoup plus peut-être à la place de l'enfant parce qu'on a dit qu'il développait son autonomie plus lentement, donc beaucoup de répétitions, beaucoup de support. Ce que ça crée, les parents peuvent vivre à un moment de l'épuisement ou un peu une surcharge eux-mêmes devant la surcharge de leur enfant. Ensuite, il y a les frères, les sœurs. À un moment donné, hein, quand il y a un enfant qui a des difficultés dans une famille, bien, les frères et sœurs qui s'en tirent mieux bien, peuvent être un petit peu involontairement, bien entendu, mais il y a moins d'attention qui leur sont portées. Puis là, ça peut causer des frustrations entre la fratrie. Donc, il faut faire attention à ça. C'est un défi pour les parents, puis c'est pas simple. Mais je pense aussi, le message que je voudrais dire, c'est qu'il faut, au-delà, tu sais, votre enfant, il est d'abord un enfant. Et c'est un enfant qui a un TDC. Mais c'est d'abord un enfant, puis il faut aussi valoriser ses forces, il faut trouver ses intérêts, il faut avoir du plaisir avec son enfant au-delà des difficultés qu'il rencontre là, à tous les jours. Je dirais aussi que le défi des familles, c'est ensemble, et les parents, et l'enfant qui a un TDC, et les frères, les sœurs, de bien comprendre c'est quoi ça, le TDC. Parce qu'encore là, étant donné que c'est moins visible qu'une autre problématique, c'est plus long, c'est plus difficile à comprendre, donc c'est plus difficile à s'y ajuster au fil du temps. Fait que c'est pas mal, je dirais, là, les principaux défis pour la famille. Puis justement, comme vous venez de le dire, c'est un handicap qui est invisible. Est-ce que vous auriez des conseils à offrir aux parents justement pour qu'ils expliquent et sensibilisent la famille élargie ou les amis sur le TDC? Oui. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'au fil du temps, là, puis de mon travail avec les enfants puis les familles, on se rend compte que c'est important d'en parler. Il y a des parents qui sont réticents au départ à parler du TDC avec leur enfant. Puis je le comprends, là. On veut pas mettre trop d'emphase là-dessus. Il y a des parents qui nous disent, ben, tu sais, ça va lui faire de la peine ou pourquoi mettre un mot? Est-ce que c'est nécessaire? Moi, j'ai le goût de dire oui, c'est nécessaire, mais il faut le faire dans des situations concrètes. Parce que c'est clair qu'il faut être adapté à ce que vit l'enfant, à l'âge de l'enfant aussi, mais il faut être capable de répondre aux questions de l'enfant. Donc, c'est pas rare qu'un enfant qui a un TDC, qui a vécu un échec dans la journée ou qui essaye de faire quelque chose, qui essaye de faire ses boucles, puis ça fait 10 fois qu'il recommence puis qu'il ne réussit pas, il va se demander pourquoi, là. OK? Soit littéralement comme ça, ou il va nous le faire sentir que pourquoi moi je suis comme ça, pourquoi j'ai plus de difficultés que les autres. Il s'en rend compte, on a dit, l'enfant, il est intelligent et il voit qu'il est différent. Donc ça, il faut valider ça auprès de notre enfant, qu'il a raison. Ça le soulage, l'enfant, de dire que c'est pas dans sa tête, qu'il n'invente pas, que c'est réel ce qu'il sent. Donc, et puis là, c'est sûr que, ben, on y va avec des exemples concrets. Donc, oui, c'est difficile pour toi de faire des boucles parce que ton cerveau, il a de la difficulté à donner les commandes à tes mains pour savoir le chemin, comment faire la boucle. Donc, c'est de greffer de l'information au fil des événements, au fil des activités qu'il a à faire, au fil de ses expériences puis de ses déceptions. Mais j'aurais le goût de dire que c'est important d'en parler, de pas mettre de tabou là-dessus, puis
ça valide aussi les émotions de l'enfant. Donc, mais il faut être aussi à l'aise comme parent d'en parler. Donc, je pense que d'abord, le parent doit lui-même bien comprendre puis faire son cheminement. Puis après ça, ça va aider justement, vous avez parlé de la famille élargie. Souvent, on entend grand-papa, grand-maman ou des cousins, cousines qui comprennent pas bien puis qui peuvent passer des commentaires, pas pour être méchants, mais qui vont blesser et les parents et les enfants. Donc, c'est aussi important de faire connaître à ceux qui côtoient notre enfant, qui ne fait pas exprès, qui n'est pas paresseux, c'est pas parce qu'il manque d'efforts, qui ne réussit pas, encore là, à écrire, à faire ses boucles ou peu importe. Donc, je pense que oui, on a parlé des difficultés au niveau de l'estime de soi tout à l'heure. Donc, je pense que ça peut limiter la baisse de l'estime de soi que de mettre ça sur la table puis de dire, ben oui, il y a quelque chose, mais ça ne veut pas dire que tu ne t'améliores pas. Ça veut dire qu'on va t'aider et on va trouver des stratégies. Puis, vous nous avez parlé tantôt qu'à l'école, ça peut être difficile en éducation physique. Ça, c'est une question qui nous vient directement d'un parent. Là. Est-ce que vous auriez des conseils pour m'aider à intéresser mon enfant au sport? Oui. C'est clair que ça se peut qu'un enfant qui a un TDC, il soit moins enclin à bouger ou qu'il aime mieux les activités plus sédentaires. Donc, il ne faut pas non plus arrêter de bouger, mais effectivement, il y a des façons d'aller peut-être dans ses intérêts, qu'est-ce qu'il aimerait, cibler certaines activités aussi. C'est clair que les activités qui sont compétitives ou en grand groupe vont représenter plus de défis pour les enfants qui ont un TDC que des activités individuelles où il peut se comparer à lui-même. Ça, donc, moi, j'encourage les parents à regarder au départ peut-être des activités dans ce sens-là. Ensuite, il y en a des enfants qui réussissent finalement les activités sportives. Moi, je dirais qu'un des bons trucs aussi, c'est d'aller parler aux moniteurs, aux entraîneurs des difficultés de notre enfant. Comme ça, tout de suite, il va pouvoir s'ajuster, pas le mettre trop sur la sellette ou le mettre au défi tout de suite en partant. Donc, ça aussi, puis c'est une bonne façon de garder l'enfant intéressé à bouger. Donc, ça serait aussi certains conseils. Là. Après ça, de regarder aussi peut-être avec les amis, qu'est-ce que les amis font. Des fois, il y a l'aspect social qui est motivant, mais encore là, dépendant, je pense que comme parent, il faut analyser pas mal c'est quoi les exigences de l'activité sportive, puis de doser avec son enfant. Faire des essais. Super, donc c'est vraiment clair. Maintenant, j'ai un peu passé du coq à l'âne parce qu'on rentre plus dans la partie prise en charge. Donc, c'est sûr que ça change un petit peu de sujet de manière brusque. Mais ma prochaine question, ça serait, c'est quoi, vous, comme ergothérapeute, votre rôle dans la prise en charge du TDC? Bien, on a parlé, c'est sûr que le rôle, il est multiple. Au départ, c'est d'évaluer là, quelles sont les difficultés de l'enfant, quel est l'écart entre ce qu'il a à réaliser, puis ses capacités actuelles. Ça, c'est sûr que ça nous permet de voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis, on regarde au niveau moteur, bien entendu, au niveau de la perception visuelle, comment il est capable d'interpréter, de voir qu'est-ce qui l'entoure. Et puis, au niveau organisationnel, comment il s'organise, cet enfant-là, dans ses activités. Ensuite, beaucoup un rôle de promouvoir l'autonomie, donc donner des conseils, de regarder des stratégies avec l'enfant pour qu'il soit plus autonome. Avec le temps, on s'est aperçu que les stratégies qui fonctionnent le mieux avec les enfants TDC à long terme, c'est beaucoup les approches d'intervention qui se basent sur les stratégies cognitives. C'est-à-dire qu'on va beaucoup amener l'enfant à être conscient de c'est quoi ses difficultés, puis comment se questionner. Comment arriver à trouver ses propres stratégies? Comment arriver à faire des essais, à se dire « Ah non, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je pourrais essayer d'autre? C'est quoi mon but? Je me fais un plan. OK, j'essaye à nouveau. » C'est ce qu'on voit qui donne des résultats à plus long terme, qui durent dans le temps. Parce que si on travaille plus au niveau des capacités, on peut renforcer la motricité fine, puis c'est intéressant, mais ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, quand l'enfant va avoir à attacher ses boutons ou manipuler ses ustensiles, qu'il va réussir à le faire, si on a fait des choses en thérapie
qui développent la motricité fine, mais qu'on n'a pas pris les objets réels. Donc, les approches qui sont le plus gagnantes actuellement, c'est d'être le plus près de la vie réelle des enfants, parce que pour eux, c'est plus facile, ce qu'on appelle généraliser, parce que je vous ai dit que les enfants qui ont un TDC, ils ont de la difficulté à automatiser. Donc, quand on est le plus près possible de la tâche réelle, mais pour eux, le transfert se fait beaucoup plus facilement. Donc, ça, c'est vraiment le rôle de l'ergothérapeute, de les aider à faire ça, d'aider les parents aussi à les soutenir à faire ça. Puis je dirais que un autre grand rôle, c'est d'outiller et de conseiller les milieux scolaires pour voir comment accompagner les enfants. Donc, ça fait pas mal le tour, faire connaître aussi la problématique, mais comme vous voyez, c'est un vaste programme. Puis, pour nous donner peut-être une idée plus concrète, à quoi ça peut ressembler une réadaptation pour un enfant avec un TDC, de l'évolution qu'il va avoir? Oui. Alors, c'est sûr que ça dépend à quel âge l'enfant va être diagnostiqué. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que, oui, le diagnostic peut se faire à partir de l'âge de 5 ans, mais il peut se faire aussi à tout âge, là. Donc, c'est certain que plus il arrive tôt en réadaptation, meilleures les chances sont. Donc, s'il arrive tôt, bien, c'est clair qu'on va aller travailler beaucoup ce qui est préalable à l'entrée scolaire, toutes les activités de bricolage, de manipulation d'outils, ce qu'un enfant de 4-5 ans fait, pour pouvoir bien le préparer à l'école. Une des interventions, je vous ai dit que l'écriture était très, très problématique. Donc, c'est une des choses principales que l'ergothérapeute fait avec les enfants qui ont un TDC. On travaille beaucoup l'écriture avec eux. On essaie de trouver beaucoup des moyens pour développer leurs habiletés ou de compenser leurs difficultés. Et où, ça se peut qu'on en reparlera, mais ça se peut qu'on fasse les deux. Et puis, bien, au fil du temps, après ça, bien, les stratégies pour développer l'autonomie, j'en ai parlé, et les stratégies cognitives. Donc, mais ça, c'est vraiment je peux pas nommer une fréquence qui est universelle parce que ça dépend de l'ampleur des difficultés chez l'enfant, ça dépend de son habileté à reprendre à la maison, de l'accompagnement qu'il a de ses parents. Bon, ça dépend de beaucoup de choses. Mais je vous dirais que en réadaptation, c'est assez généralisé là, au Québec. On fonctionne par épisode de service. Donc, on va voir l'enfant à différents moments de son cheminement, disons, entre 5 et 12 ans. Ça ne sera pas du continu. Puis de toute façon, c'est pas souhaitable non plus parce qu'il faut laisser la chance à l'enfant et à sa famille d'intégrer ce qu'on a donné en réadaptation, en suivi. Donc, il faut leur laisser du temps entre les périodes de suivi. Donc, on s'adapte beaucoup selon ce qu'il a à vivre, selon les besoins, ce que le milieu nous apporte comme obstacle. Mais c'est clair qu'on risque de faire plusieurs épisodes d'intervention, de suivi d'intervention durant le primaire. Ensuite, la transition primaire-secondaire est une grande étape pour eux. Et là, l'ergothérapeute va être assurément aussi présent pour les aider dans cette transition-là, meilleure organisation, faire connaître l'école secondaire. Ensuite, bien, c'est sûr que l'adolescence étant ce qu'elle est, des fois, si les enfants ont été aussi beaucoup suivis au primaire, à un moment donné, ils sont tannés des suivis et on comprend. Et ça va être beaucoup qu'est-ce que sont motivés à faire. Donc, ça va venir plus, on va essayer que ça vienne plus d'eux. Qu'est-ce qu'ils rencontrent dans leur vie, puis que là, ils se disent, bien, j'aurais besoin d'un coup de pouce. Donc, ça va se passer de façon plus ponctuelle à l'âge de l'adolescence, selon les nouveaux défis qu'ils vont rencontrer. Je dois dire aussi, malheureusement, que pour l'âge adulte, même si les besoins ne disparaissent pas, on en a parlé, ça se peut. C'est sûr qu'ils vont avoir développé des stratégies, ils vont avoir des moyens compensatoires, ils vont être mieux outillés, là, les adultes. Mais il y aurait de la place pour avoir des services de réadaptation qui ne sont malheureusement pas donnés actuellement dans les centres de réadaptation, faute plus de budget, faute de ressources. Donc ça, c'est malheureux. Il n'y a pas beaucoup de suivi qui se fait à l'âge adulte, mais je pense que c'est quelque chose, c'est une sphère qui devrait être développée là, à moyen long terme.
Puis justement, vous venez de dire qu'il n'y a pas de prise en charge comme pour les adultes pour l'instant. Donc, est-ce qu'il y a une fin à la prise en charge présentement? Bien, il y a une fin techniquement dans les centres de réadaptation avec la fin du secondaire, qui est 18 ans ou 21 ans, là, dépendant du cheminement. Mais habituellement, les services arrêtent plus, justement, là, entre 18 et 21 ans. Mais, comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des suivis en continu. Il peut y avoir une fermeture de dossier, puis des nouvelles demandes selon les activités que les jeunes ont à faire. Donc, ça ne sera pas du continu tout le temps, mais malheureusement, à l'âge adulte, il n'y a pas encore beaucoup de services pour le moment. D'accord. Dans le réseau public. Dans le réseau public. Mais est-ce que dans le privé, il y a des services? Bien, il y en a, mais pas beaucoup non plus. C'est pas encore beaucoup développé, mais je pense que si un adulte cognait à la porte d'une clinique privée, ça pourrait être possible. Là. Mais je suis pas sûre qu'actuellement, il y a beaucoup d'ergothérapeutes qui travaillent au privé qui sont spécialisés dans cette clientèle-là, aux adultes. D'accord. Donc, ce serait un service possible à avoir, mais peut-être pas nécessairement optimal. Là. Comme ça, ce que vous nous dites, qu'il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire pour les adultes. Puis, vous nous avez parlé un petit peu là, dans la capsule d'introduction que vous travaillez avec le pédiatre, souvent en collaboration pour faire les diagnostics. Mais est-ce qu'il y a d'autres professionnels de la santé avec qui vous collaborez pour les enfants ou les personnes atteintes de TDC? Même? Oui. Dans la partie là, de la réadaptation, c'est sûr on est plus une équipe. Là. L'ergothérapeute continue d'avoir un rôle majeur, mais s'il y a des difficultés en motricité globale, dans les sports comme le vélo, le patin, la natation, ça va être davantage dans les centres de réadaptation le physiothérapeute qui va prendre en charge cette partie-là. Parce que c'est davantage des activités de motricité globale. Ça se peut qu'on travaille ergo-physio ou seulement physio dans ces aspects-là. Ensuite, il y a un rôle quand même assez intéressant au niveau de l'éducation spécialisée. L'éducateur spécialisé est beaucoup là pour faire du coaching aux parents, premièrement, le soutenir dans les compétences éducatives pour voir quels principes, comment on favorise l'autonomie de l'enfant. Puis aussi, tout le volet, on a parlé des relations sociales. Donc, ce volet-là est beaucoup pris en charge par les éducateurs spécialisés. En réadaptation, c'est pas mal cette petite équipe-là. Au besoin, il y a des psychologues, des neuropsychologues qui sont aussi dans les centres de réadaptation ou en privé ou dans d'autres organismes qui peuvent aussi travailler auprès des enfants qui ont un TDC. Ensuite, c'est sûr qu'on va collaborer probablement fréquemment avec des orthopédagogues parce qu'on a parlé de difficultés au niveau des apprentissages. Donc ça, c'est assez fréquent que les parents consultent, soit dans le milieu scolaire, soit en privé. Donc, les intervenants de la réadaptation, principalement l'ergothérapeute, vont avoir beaucoup à travailler en collaboration avec les orthopédagogues. Et le dernier, ça serait l'orthophoniste. Si l'enfant, parce que le TDC, souvent, il va coexister avec d'autres troubles. La famille des troubles neurodéveloppementaux, c'est très, très fréquent qu'ils arrivent à plusieurs. Puis, un des troubles qui est souvent avec le TDC, c'est le trouble de langage. Donc, ça se peut que l'enfant ait aussi des suivis en orthophonie pour les difficultés de langage, puis qu'on travaille donc avec des orthophonistes qui sont dans le centre de réadaptation ou ailleurs. Donc, on peut voir qu'il y a quand même plusieurs sphères là, qui sont prises en charge. Oui. Puis, ma prochaine question, elle parle plus de la sphère visio-spatiale. Oui. C'est une question qui vient d'un parent. Donc, ça va comme suit. On entend parler de la dyspraxie visio-spatiale. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui. La dyspraxie visio-spatiale, c'est un terme qui peut porter à confusion. Premièrement, on prend le terme dyspraxie, dont on a parlé dans la capsule d'introduction. Est-ce que ça fait partie du TDC? Est-ce que c'est distinct? Moi, je dirais que faut comprendre que dans le TDC, tous les enfants qui ont un TDC sont susceptibles d'avoir des difficultés de perception visuelle. La perception visuelle, c'est l'habileté à recevoir, comprendre et interpréter l'information visuelle de l'environnement.
Donc, à chaque fois qu'on a des actions à faire, bien, on prend de l'information visuelle de l'environnement et c'est ce qui fait qu'on s'adapte au niveau de nos actions. Si je vous donne un exemple simple, un enfant qui joue au ballon chasseur à la récréation. C'est vrai, c'est moteur, mais il a besoin de sa perception visuelle parce qu'il va voir l'enfant qui est en face de lui. Il va essayer de décoder l'enfant et mon adversaire, il lance le ballon où? À quelle distance il est de moi? Comment je m'ajuste? Vers quel côté je vais me tasser? Fait que voyez-vous que ça module l'action motrice, mais c'est par la perception visuelle qu'on fait ça. Donc, un enfant qui a un TDC risque aussi d'avoir des difficultés à ce niveau-là. Donc, il y a des fois qu'il ne perçoit pas bien l'espace, pas aussi bien. Donc, quand on parle de dyspraxie visuo-spatiale, c'est que les difficultés sur ce plan-là sont très importantes, sont autant importantes que les difficultés motrices et causent beaucoup d'obstacles supplémentaires dans la vie de l'enfant. Et je pourrais nommer deux ordres de difficultés. On a parlé du balayage visuel dans les difficultés de la lecture. Bon, bien ça, c'est une coordination des yeux, mais donc aussi un mouvement des yeux qui va faire qu'on va avoir un mouvement de balayage visuel fluide. Ça, on le rentre aussi dans la dyspraxie visuospatiale quand c'est très important chez l'enfant comme déficit. Ensuite, le fait de se repérer dans l'espace. Donc, que ce soit dans l'espace d'une pièce, de l'école, de ma feuille, on a beaucoup cette interprétation à faire pour poser nos actions. L'espace joue constamment. Est-ce que c'est à droite? Est-ce que c'est à gauche, en haut, en bas? Donc, les enfants qui ont une dyspraxie visuospatiale, ils ont de la difficulté à se repérer dans l'espace, à comprendre, à se situer eux-mêmes dans l'espace. Donc, ça va amener des difficultés de toutes sortes d'ordres. Autant se perdre dans l'école ou se perdre dans le quartier pour aller chez son ami, savoir quand traverser une rue, est-ce que la voiture, elle arrive vite, pas vite, j'ai-tu le temps, pas le temps, que de faire de l'inversion de lettres, B, D, P, Q. Hein? Visuellement, c'est très semblable. Donc, ça a des impacts à beaucoup de niveaux. Puis, c'est pas tous les enfants qui ont un TDC qui ont des difficultés de cette importance-là au niveau de la perception visuelle. Donc, ça varie, mais c'est sûr que si on a les deux sphères qui sont atteintes, bien, ça complique aussi encore plus les choses. Donc, c'est pas mal ça. Puis, je veux juste finir en disant que la dyspraxie visuospatiale, c'est pas un diagnostic comme tel. Donc, on le retrouve pas là, dans le manuel des diagnostics et le médecin. C'est pas le médecin qui va poser ce diagnostic-là. C'est plus un diagnostic, une appellation d'observation et descriptive d'une difficulté qu'on voit importante. Et les parents vont pouvoir voir beaucoup ce terme-là parce que c'est un terme qui est beaucoup plus utilisé en Europe qu'ici au Québec. Mais quand on fait des recherches en français, comme on a dit, bien, ça se peut que les gens tombent sur cette appellation-là. Puis là, je suppose que vous me voyez venir, mais est-ce que vous avez des conseils ou des outils pour améliorer la perception de l'espace? Oui. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut donner beaucoup de repères à l'enfant. Donc, lui donner des repères concrets. On va avoir des repères de couleurs ou des mots ou on va délimiter l'espace. Donc, tout ce qui va faciliter sa compréhension de l'espace. Ensuite, comme par exemple pour la lecture, bien, on va épurer les textes, on va alléger, on va distancer les lignes, on va grossir les textes, on va mettre les lignes en couleurs contrastantes pour que l'enfant se rende compte, bien, quand il est sur la ligne jaune, si ses yeux tombent sur la ligne bleue, il sait qu'il a changé de ligne. Comprenez-vous? Donc ça, c'est tous des outils, des adaptations qui vont aider l'enfant à se repérer dans l'espace. Donc, on va faire de l'entraînement aussi avec lui pour qu'il puisse se familiariser puis apprendre ces notions d'espace-là. Donc, c'est sûr que je pourrais en nommer beaucoup, là, mais ça se résume pas mal à donner des repères, des repères concrets pour qu'il puisse mieux comprendre l'espace qui est autour de lui. Vous
Vous venez vraiment de donner des bons trucs par rapport à la sphère visio-spatiale, comment on peut l'aider. Mais de manière peut-être plus générale, sinon, comment est-ce que le parent pourrait vraiment s'impliquer dans la prise en charge de son enfant? Bien, premièrement, moi, j'ai le goût de dire d'abord que le parent, là, c'est lui le spécialiste de son enfant. Donc, nous, on l'aide, le parent, à aider son enfant. Mais c'est clair que le parent, quand il assiste avec nous à nos suivis, ben c'est gagnant parce on voit ensemble c'est quoi les stratégies les meilleures pour l'enfant, comment le questionner, comment l'aider. Donc, il est plus à même de pouvoir reproduire ça dans la vie quotidienne. Donc, c'est sûr que ça, c'est une des façons, disons, d'impliquer ou de rendre le parent plus confortable ou avec des meilleures stratégies à reprendre à la maison. Puis je dirais que le grand rôle des parents, c'est d'assurer la généralisation et le transfert de ce qui se fait en thérapie. Donc, ce qu'on amorce en thérapie, c'est une amorce. C'est vraiment dans le quotidien que ça va se compléter, que ça va se faire. Puis c'est les parents qui sont vraiment au cœur de ça, là. Puis si je vous demandais peut-être plus au quotidien, comment est-ce que le parent peut aider à la réadaptation de son enfant? Oui. Bien, il y a différents comme principes qui peuvent là, adopter dans la vie quotidienne. Une des choses, étant donné qu'on a dit que c'est un trouble des gestes complexes à enchaîner plusieurs séquences, donc une des clés, c'est de décomposer les tâches. Donc, d'aller en étapes simples et de faire une étape à la fois. Ça, je vous dirais que c'est un principe qui est très gagnant puis que les parents ont avantage à mettre en pratique dans la vie quotidienne. Ensuite, beaucoup de démonstrations, beaucoup de répétitions. Mais il faut faire attention, les démonstrations. Il faut les faire vraiment à côté de son enfant parce que si on les fait en face de lui, voyez-vous que l'effet miroir va mêler l'enfant. Donc, il faut l'accompagner en étant à côté de lui, puis même si possible, en soit faisant bouger avec lui les différentes parties du corps, en mettant des mots aussi. La sphère forte des enfants, c'est souvent leur langage. Donc, en accompagnant les mots sur les actions, ça va être vraiment une des clés aussi pour aider. Ensuite, de donner de la rétroaction. Il faut être capable d'accompagner son enfant en lui disant « Tu vois, cette action-là, ça a donné ce résultat-là », en renforçant que ça a donné le bon résultat ou « Ah, ça a-tu donné ce que tu voulais? Garde, on va le recommencer. Comment on pourrait faire autrement? » Puis, donnant la rétroaction comme ça, bien, c'est sûr que ça va aider leur enfant. Dernière chose, je dis, c'est sûr que, puis de toute façon, les parents nous le disent souvent, on ne peut pas tout travailler à la fois. Donc, les parents disent souvent, il faut choisir nos batailles. Ils ont raison. Et pour l'enfant, on ne peut pas lui demander de mettre l'énergie partout. Donc, je pense qu'il y a un dosage aussi des exigences. Oui, à un moment donné, je pense que les matins d'école, je pense que c'est correct de l'aider à s'habiller. Les matins de fin de semaine, où il y a plus de temps, il y a moins de pression, il peut peut-être aller pratiquer à boutonner ou à faire ses lacets. Donc, voyez-vous, c'est un petit peu de regarder pour le bien-être de tout le monde, bien, quand est-ce qu'ils sont les meilleurs moments pour exiger que l'enfant fasse l'activité, même si des fois, il est capable, mais au prix de combien d'efforts, au prix de combien de temps. Donc, il faut aussi rester efficace, réaliste dans la vie de tous les jours, quand on va travailler puis on va à l'école. Donc, c'est un petit peu cette gymnastique-là qui n'est pas toujours simple, hein, j'en conviens, mais je pense que les parents, au fil du temps, c'est ce qu'ils déduisent aussi, puis nous, en réadaptation, c'est ce qu'on peut les aider à faire. Puis justement, vous venez de dire que c'est pas toujours simple pour un parent qui a un enfant qui vit avec un TDC. Vous en avez quand même nommé plusieurs, mais est-ce qu'il y aurait d'autres ressources sinon que les parents pourraient peut-être aller pour les aider dans la prise en charge? Oui, bien tout à fait. On fait ces capsules-là, hein, vous l'avez dit en introduction, pour l'Association Dagobert et compagnie. Je pense que c'est une bonne ressource pour les parents. Moi, je conseille aux parents d'aller visiter le site Internet de l'association. Il y a beaucoup d'informations. Il y a une section ressources avec beaucoup de sites Internet, des livres. Donc, je ne les nommerai pas parce que la liste serait longue, mais j'encourage vraiment les parents à aller voir. Puis, dépendant de quel style d'information
Parce qu'il y a des parents qui aiment lire des livres, il y a des parents qui aiment consulter Internet, des parents qui aiment mieux une information brève. Donc, il y en a aussi pour tous les goûts, les genres de disponibilité. Donc, ça, je dirais que... Puis, l'autre avantage, je vous dirais, de l'association, c'est de rencontrer d'autres parents. On se fait souvent dire, nous, en réadaptation, que c'est important entre parents de pouvoir parler de ce qu'ils vivent, valider que une autre famille vit les mêmes choses qu'eux, ont rencontré les mêmes défis, sont peut-être rendus une étape plus loin, puis ça les aide. Donc, d'échanger entre parents, c'est une richesse aussi. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour les parents d'aller rencontrer d'autres familles. Ensuite, c'est sûr que, comme je dis, il y a des livres. Je vais prêcher pour ma paroisse et pour celle de la directrice de Dagobert, parce qu'on a écrit un livre ensemble il y a vraiment plusieurs années. Mais il a été fait pour les parents, ce livre-là. Il s'appelle « Mon cerveau ne m'écoute pas ». Ça fait plusieurs années, mais je pense qu'il est encore à date. La seule chose, c'est que dans notre site, on a évidemment l'appellation dyspraxique, l'enfant dyspraxique. « Mon cerveau ne m'écoute pas, comprendre et aider l'enfant dyspraxique ». Ça a changé, mais le contenu est encore adapté. Fait que ça, je pense, pour les parents qui veulent aller plus loin, c'est une bonne ressource. Bien, merci beaucoup. Puis vous parlez que pour les parents, c'est important d'en parler entre eux. Puis on a une question d'un parent qui demande, est-ce qu'on doit en parler du TDC avec notre enfant? Puis moi, je rajouterais même, est-ce qu'il y a un bon moment pour le faire, si oui? Une bonne question, oui, c'est ça. Fait que oui, moi, je pense qu'il faut en parler, mais le moment, c'est très important. Le moment et l'âge. Hein? On ne dit pas la même chose à un enfant de 5 ans qu'à un jeune de 12 ans, qu'à un ado de 16 ans. Donc, évidemment, on s'ajuste selon les étapes de développement de l'enfant. Mais je pense qu'il faut en parler. Comme on a dit aussi dans la capsule d'introduction, il faut aller valider ce que l'enfant vit. Donc, puis, sur le site de Dagobert, on a aussi répertorié, il y a des outils qui peuvent aider les parents à parler du TDC. Il y a plusieurs livres qui ont été faits qui s'adressent aux enfants, qui mettent en scène des enfants qui ont des différences, quelles qu'elles soient, mais plusieurs aussi de livres spécifiquement sur des enfants qui ont un TDC. Et moi, ce que je me rends compte en pratique, c'est que ça aide les parents. Parce que c'est bien beau parler du TDC, mais les parents nous disent comment on fait ça, dans quels mots, hein? Est-ce que l'enfant va comprendre? Est-ce qu'il va embarquer? Donc, en partant d'une histoire où l'enfant est susceptible de se reconnaître, de vivre les mêmes choses que l'enfant du livre, bien, ça donne un prétexte pour, après ça, échanger et puis dire à l'enfant, bien, est-ce que tu as vécu ça toi aussi? Est-ce que ça s'est passé? Donc, ça ouvre des portes. Moi, je conseille beaucoup aux parents d'aller dans la section là, du site où il y en a des ressources. Donc, je pense que c'est une bonne chose de parler du TDC. Ça aide l'enfant au fil de son développement, au fil des difficultés qu'il va rencontrer, de comprendre qu'il y a une raison à ces difficultés, puis il peut les surmonter. Donc, vous venez quand même de donner plusieurs conseils là, pour que l'enfant comprenne bien le TDC. Puis, je vais changer encore de sujet, plus pour la sphère école maintenant. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, donc vous avez parlé quand même beaucoup des défis par rapport à l'école que l'enfant va rencontrer. Mais maintenant, je vous demanderais, vous, comme ergothérapeute, qu'est-ce que vous proposez pour faciliter justement ça pour l'enfant aller à l'école? Oui. D'abord, je veux juste dire, avant de répondre là, spécifiquement à la question, qu'on a parlé des matières, hein? La lecture, l'écriture, les mathématiques, l'éducation physique, bon, tout ça. Mais au-delà de ça, la vie à l'école, là, ça comporte des transitions, ça comporte de la récréation, ça comporte des heures de dîner, ça comporte beaucoup de moments aussi, faire le sac d'école, noter les choses dans l'agenda. Voyez-vous, c'est complexe, une journée d'école. C'est les chicanes avec les amis. Donc, dans tous ces moments-là, le TDC risque de s'exprimer. Donc, c'est pas juste dans les apprentissages, mais c'est aussi dans la vie en général à l'école. Donc, comment l'ergothérapeute peut aider, peut faciliter? C'est, premièrement, en regardant avec le personnel scolaire, les enseignants et les gens qui gravitent autour, est-ce qu'ils connaissent la problématique? Puis nous, on peut les aider à mieux connaître
à eux aussi, on peut leur donner des ressources, on peut leur expliquer, puis on peut leur parler de l'enfant spécifiquement, parce qu'on a dit que c'est pas rare que les enseignants nous disent « Bien, j'en ai eu un l'année dernière, mais là, celui de cette année, il présente des nouvelles difficultés, c'est déstabilisant un peu. » Donc, c'est d'expliquer, oui, les 2 enfants peuvent avoir un TDC, mais c'est variable, les façons de se présenter. Ensuite, bien, pour les écoles, il y a 4 grands principes, là, souvent, qu'on leur donne. J'ai déjà parlé des stratégies cognitives, on va le dire aussi au milieu scolaire, de favoriser, mais déjà l'enseignement, et avec l'enseignement explicite, est tourné vers ça, mais de renforcer le fait que de poser des questions à l'enfant, de le faire participer à la recherche de solutions, ça, c'est gagnant avec un enfant TDC. Décomposer, je le redis, mais c'est un des principes aussi qui s'applique à l'école. Décomposer la tâche en plusieurs étapes, il faut le faire. Ça ne sert à rien de présenter une tâche qui a plein d'étapes, qui est très longue. Ça va être difficile pour l'enfant qui a un TDC. Donc, une étape à la fois, c'est la clé. La grosse chose aussi qu'il faut les aider à faire, c'est adapter. Adapter la tâche, adapter le matériel. Puis là, c'est sûr que comme ergothérapeute, moi, je peux leur donner beaucoup de conseils de comment on va faire l'adaptation. Par exemple, on pourrait lui donner du temps supplémentaire. Tu sais, j'ai parlé tout à l'heure des feuilles. Bien, on pourrait grossir les interlignes pour faciliter l'écriture. On pourrait mettre des codes de couleurs. On pourrait aider à mettre de l'ordre dans le pupitre, classer le pupitre, donner des stratégies pour que l'enfant se retrouve dans son casier pour faire son sac d'école. On pourrait donner des stratégies pour les cours là, de musique, d'art plastique, prendre quels outils. Donc, dans presque toutes les matières, on peut donner des suggestions. Il y a aussi les repères et la rétroaction qui sont aussi très intéressants et importants à donner avec les enfants TDC. Donc là encore, on va donner des choses précises selon les difficultés de cet enfant-là. Comment lui donner des repères, quoi lui dire pour l'aligner. Donc, ça va être pas mal ça. On va beaucoup aussi prôner d'éviter la comparaison avec les autres. Parce que l'enfant qui a un TDC, il se compare déjà beaucoup lui-même avec les autres. Donc, on va éviter d'aller là-dedans. On va essayer de valoriser beaucoup les forces de l'enfant TDC, de valoriser ses compétences à l'oral, qui se démarquent souvent, l'enfant qui a un TDC, dans les présentations orales, dans certaines matières où il peut compenser ses difficultés motrices. Donc, c'est toujours ça l'idée, c'est d'aller voir ce que je veux évaluer comme enseignant. Est-ce que je suis obligée de passer par le vecteur moteur, de la motricité? Y a-t-il un autre moyen que je pourrais? Des fois, il n'y en a pas, mais des fois, il y en a un. Fait il faut l'exploiter. Puis, je trouve ça intéressant, la prochaine question qu'on a, parce que dans la première capsule, le docteur Graillon l'a abordé un petit peu. Il nous disait que quand ça devient vraiment difficile, par exemple l'écriture, on peut avoir l'ordinateur qui devient un outil. Mais comment ça fonctionne? Qui décide quand est-ce qu'un enfant va avoir le droit d'utiliser l'ordinateur? C'est une grande question. En fait, c'est l'école. Les écoles sont maîtres d'œuvre là-dedans, mais bien entendu, les ergothérapeutes peuvent aider. Peuvent aider d'abord en décrivant puis en justifiant que les difficultés qu'ils voient chez cet enfant-là à l'écriture, elles sont réelles. Ça crée de la fatigue chez l'enfant, ça crée de la surcharge et ça va l'empêcher d'apprendre les autres composantes de l'écriture. En fait, je m'explique, c'est que l'écriture, c'est un support, c'est un moyen de rendre des connaissances. On n'écrit pas pour écrire, mais on écrit pour rendre compte de nos connaissances. Si l'enfant il a de la difficulté à écrire, bien, on n'a pas accès à toutes les connaissances qu'il a apprises. Donc, si on essaie de contourner, bien, peut-être que les enseignants vont se rendre compte que, il en sait beaucoup plus, cet enfant-là. Tout d'un coup, sur l'ordinateur, ses textes sont plus riches, ses textes... Fait que voyez-vous, c'est aussi un moyen de travailler les autres composantes de l'écriture. Donc, c'est de tout faire valoir ça. Ça, c'est le rôle de l'ergothérapeute.
Ensuite, ben c'est sûr que comme ergothérapeute, moi, je fais de l'entraînement aux ordinateurs avec les enfants, dans le sens juste de voir, ben comment... c'est sûr que tous les enfants connaissent l'ordinateur maintenant, mais ils ne l'utilisent pas beaucoup pour écrire. Hein? Ils font des jeux, ils utilisent beaucoup la souris ou les manettes ou tout ça, mais ils n'utilisent pas beaucoup le clavier avec les lettres. Donc, c'est de voir avec eux juste un peu d'entraînement, des principes de base pour qu'ils soient efficaces, pour que rapidement, ils aient du succès, qu'ils voient que, ça va être moins forçant, ça va me demander moins d'énergie d'écrire à l'ordinateur. Donc, puis ça, c'est souvent gagnant, parce que quand j'ai dit que, ultimement, c'est les écoles qui décident, et c'est vrai, mais c'est sûr que quand on arrive puis qu'on prouve ou qu'on démontre que l'enfant, bien, il est efficace avec son clavier, il sait comment ça fonctionne, puis on a fait des essais, puis c'est concluant, bien, c'est plus rassurant pour les écoles, c'est plus intéressant pour eux. Mais ultimement, il faut que l'école aussi ait mis en place des essais. Il faut qu'eux voient que oui, c'est une bonne chose pour l'enfant. Puis après ça, bien, il va falloir que ça soit ce qu'on appelle consigné au plan d'intervention parce qu'on voudra ultimement que l'enfant utilise son ordinateur lors des évaluations. Parce que s'il l'utilise pour faire ses exercices, mais qu'à l'examen, c'est avec son crayon, ça n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment que l'ordinateur soit consigné, soit écrit au plan d'intervention. Oui, cet enfant-là, il réalise ses évaluations, tous ses travaux à l'ordinateur. Mais je vous dirais que ça décharge beaucoup l'enfant. Puis souvent, là, ben, ça permet de pousser sur d'autres aspects, là, comme je dis, de l'écriture. Donc, c'est pas mal ça, la démarche, mais... Avant, l'ergothérapeute avait un pouvoir aussi décisionnel, ce qui n'est plus le cas. Les écoles sont complètement autonomes, mais ils peuvent faire appel à nous, puis des fois, on leur suggère. Puis, tantôt, vous avez nommé quand même plusieurs conseils là, pour l'école et tout, mais de manière plus générale, quels conseils est-ce que vous donneriez aux enseignants pour mieux accompagner l'enfant à l'école? Le premier conseil, mais je l'ai dit un petit peu, mais je dirais, la base, c'est de comprendre le TDC. Et d'avoir, je dirais, une attitude bienveillante. Donc, vraiment de cultiver ça. J'ai l'air redondante, mais d'enlever la fausse idée que l'enfant est paresseux, qu'il ne veut pas, qu'il s'oppose. C'est moins présent qu'avant, qu'il y a 20 ans. Mais... encore, c'est un petit peu résistant, ces préjugés-là. Donc, quand on comprend bien puis qu'on se défait de ces préjugés-là, c'est la base. Après ça, comme j'ai dit, valoriser l'enfant et puis d'appliquer un peu les principes dont j'ai parlé, bien, c'est sûr que ça va soulager. Beaucoup s'allier aux parents aussi. Je pense qu'il faut... En tout cas, je crois que les enseignants ont avantage aussi à aller chercher la collaboration des parents parce que c'est eux, ultimement, qui voient leur enfant au retour de l'école. Est-ce qu'il pleure pendant ses devoirs? Est-ce qu'il trouve ça difficile? Donc, il faut avoir une collaboration de tout le monde, famille, école, réadaptation. Je pense que c'est la base, là. Bien, ça ferait le tour de nos questions. Avant qu'on puisse faire la petite conclusion, le mot de la fin, est-ce que vous auriez une dernière petite chose à dire? Bien, en fait, je dirais que c'est complexe, le TDC, mais il faut s'y attarder, hein? Puis il faut bien comprendre. Je répète encore, mais la compréhension, je trouve, ouvre beaucoup de portes. Puis après ça, bien, il faut s'informer, il faut s'outiller. Mais je pense que parce que les enfants qui ont un TDC ont du potentiel, puis il faut leur permettre de l'exploiter au maximum. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous pour ce deuxième épisode. Bien, merci à vous. Puis pour ceux à la maison qui n'ont toujours pas écouté la première capsule, on vous invite à aller le faire dès maintenant. Merci.